La salle est pleine, les gens sont mobilisés pour évoquer ce sujet central des Jeux Olympiques et du tourisme. L'idée de cette table ronde est née d'une réflexion simple. Aujourd'hui, il y a un paradoxe en Île-de-France, avec beaucoup de passages, beaucoup de personnes qui viennent, beaucoup de touristes, et avec une attractivité très importante. C'est l'une des premières régions économiques européennes. Et paradoxalement, il y a des inégalités qui augmentent, il y a des marginalités qui se creusent, qui se renforcent. Et donc tout le sujet, c'est finalement comment on fait quand on a autant d'attractivité, quand il y a autant de moyens et de ressources financières et économiques qui sont concentrés, comment on fait pour que les gens y vivent dignement? Et est-ce qu'aujourd'hui, le tourisme en général, les Jeux Olympiques et le projet des Jeux Olympiques en particulier, n'empiètent pas finalement? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'efforts pour accueillir des personnes? Et donc finalement, est-ce que ça ne contrebalance pas à destination des plus pauvres et des plus précaires? Donc l'idée, c'est cette réflexion théorique sur est-ce que finalement le tourisme et les Jeux Olympiques ce sont une chance ou une malédiction pour l'Île-de-France, et avec un cas d'école, les Jeux Olympiques, sujet pour lequel la plupart des intervenants qu'on a conviés aujourd'hui sont légitimes et reconnus et pertinents. Donc je suis très heureux au nom de LV Île-de-France d'accueillir, alors je vais faire dans l'ordre d'ici, Ulf Clerval, qui est économiste, qui est multidiplômé. Alors on ne sait pas combien il a de diplômes, Ulf, mais je veux dire c'est trop long. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on finirait la table ronde, le temps serait limité, qu'on n'aurait pas listé tous les diplômes et toutes les études réalisées. Et Ulf, qui a toute une réflexion en tant qu'économiste sur la question des Global Cities, sur la question du financement de ce tourisme-là, et qui va être en capacité sans doute, je l'espère, d'expliciter finalement le ressort économique pour ces villes, le pourquoi on accueille, le comment et quels sont les intérêts et quels sont les bénéfices espérés. À côté, Ayodele Ikwezan, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Ayodele, c'est une sportive, c'est une athlète qui a eu un certain nombre de médailles, de prix. On peut l'applaudir, d'ailleurs, on la remercie d'être là. Et Ayodele aussi, vous êtes aussi maire adjointe en charge de la santé dans le 18e arrondissement à Paris, vous êtes aussi une femme politique. Et en cela, je pense que votre point de vue, à la fois votre témoignage personnel, votre point de vue en tant qu'athlète, parce que je pense que vous vous préparez aussi pour les JO, et votre position en tant que femme politique de gauche seront intéressants pour ce débat. À côté de moi, une compagnonne de route qui a été l'une de mes raisons pour lesquelles j'ai adhéré chez Europe Écologie Vert, qui était une des premières personnes que j'ai rencontrées, Annie Lameur, qui est conseillère régionale, très engagée sur ce sujet depuis qu'il existe, donc depuis 10 ans mobilisée sur cette question des Jeux Olympiques, avec une position dure, forte, mais avec une vision à 360 degrés de ce sujet de l'intérêt des JO. Et enfin, last but not least, la cerise sur le gâteau, Mounir Satouri. On va nous traiter de plein de choses. La cerise, c'est la première. Mounir Satouri, député européen, très engagé sur la question notamment du salaire minimum à l'échelle européenne, et on peut l'applaudir pour ça, parce que c'est l'un des députés qui se mobilise aujourd'hui à l'échelle européenne sur ces questions. Mounir, qui a été aussi conseiller régional, président du groupe écologiste en la région Île-de-France, et qui s'est très longtemps mobilisé sur ces questions des Jeux Olympiques. Donc c'est à la fois le versant, en tant que député européen, sur la question du statut de ces travailleurs du tourisme et des Jeux Olympiques, et en même temps, cette position, ce témoignage en tant que conseiller régional, d'ailleurs vous avez été conseillers régionaux tous les deux en même temps, sur cette vision des écologistes et de la gauche en général sur les Jeux Olympiques. Voilà pour le tour de table. Vous avez compris le sens de cette table ronde. Et donc, j'ai envie de dire, finalement, peut-être qu'on pourrait avoir un petit propos liminaire avec une réponse à cette question. Tourisme et Jeux Olympiques, chance ou malédiction? Qui veut commencer? Est-ce qu'il y en a un qui se lance? Ou une? J'aime bien quand les intervenants sont mobilisés. Allez, vas-y, je t'en prie, Annie. Même si c'est pas vraiment mon vrai sujet, le tourisme. Ah, moi, comme tu disais que j'avais une position très, très radicale, en fait, moi j'aime beaucoup le sport. Hein. Donc je peux le dire, j'ai fait de l'athlé longtemps. Et les Jeux Olympiques, je les regarderai probablement à la télé. Je n'irai pas, mais je les regarderai parce que, bon, bah, quand quelqu'un saute en longueur, et ben, je saute en même temps. Et je suis très fatiguée à la fin parce que j'ai l'impression, moi aussi, de pratiquer. Néanmoins, alors moi je suis les Jeux, enfin l'entrée dans la danse de Paris pour les Jeux Olympiques depuis assez longtemps, depuis 2012, puisque j'étais directrice de cabinet d'un maire parisien et que je travaillais avec lui, notamment il était conseiller de Paris et donc j'ai beaucoup suivi le sujet avec lui pour le Conseil de Paris. Et
En fait, on nous a fait beaucoup de promesses. Les Jeux Olympiques, ça va être vachement bien pour l'Île-de-France. Ça va être super, on va avoir plein de touristes, on va avoir un héritage extraordinaire avec plein d'infrastructures, ils sont écolos, tout ira bien, on aura aussi plein de transports en commun et même les Jeux paralympiques, ça sera super. Et en fait, là où on en est aujourd'hui, c'est que, et là je parlerai aussi de social, c'est que, ben oui, on va avoir beaucoup de tourisme. Aujourd'hui, on a fermé 5000 places de logement d'urgence. Elles ont été fermées parce que eh bien, les hôtels qui avaient des contrats avec l'État pour le logement d'urgence se rénovent parce que ça va leur permettre de faire venir une clientèle à un prix défiant toute concurrence. Donc déjà, 5000 logements d'urgence, places de logement d'urgence en moins. Ce sont des SDF qu'on commence à envoyer dans des départements autres, parce que faudra que ça soit propre. Ce sont des places de logement Crous qui sont fermées, donc il y a des étudiants qui n'auront pas leur logement Crous l'été, et notamment des étudiants il y a des étudiants qui restent à Paris l'été, qui ont besoin de travailler, qui travaillent. Donc voilà, pas de place. Voilà, et tout plein de choses comme ça qu'on découvre au fur et à mesure. Et c'est aussi Airbnb. Airbnb, donc de plus en plus de places de Airbnb. Le Airbnb touchait surtout Paris. Et maintenant, il touche de plus en plus la petite couronne, voire la grande couronne. Donc c'est aussi la gentrification, c'est aussi, oui, aussi, mais même la province, il y a Marseille, partout, il y a des épreuves aussi. Et puis ça va jusque dans le nord, évidemment. Donc c'est de la gentrification, on a des gros problèmes de logement en France, et bien ce sont les loyers qui sont en train de monter. C'est aussi des voyages en avion. Donc alors que nous souhaitons limiter le nombre d'avions qui atterrissent à Charles de Gaulle et à Orly, eh bien on va avoir une augmentation. Et en plus, quand vous achetez, alors pour celles et ceux qui ont les moyens, naturellement, qui ont acheté des packs pour aller voir les JO, on leur imposait certains packs. Donc il y a des épreuves qui vont être à Paris et d'autres qui seront à Marseille. Donc vous imaginez que les touristes qui vont arriver à Paris, après ils vont prendre l'avion pour aller à Marseille voir une épreuve, etc. Donc ça veut dire qu'on va avoir en plus des rotations d'avions supplémentaires, et en tout cas sur des trajets qui sont des trajets de 3 heures, puisque 2h30, il paraît qu'il faut le faire en train, mais ça dépend comment et d'où. Donc évidemment qu'on va avoir, on a un problème avec ça. Et ensuite, c'est beaucoup de monde, et on a un copain qui est Christian Soubra, qui a travaillé, lui, sur la Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud. Et lui, il nous disait, alors il était spécialiste du tourisme, donc il a organisé les déplacements là-bas. Et il nous disait que le tourisme lié au sport, ce n'est pas un tourisme qui revient, c'est pas un tourisme qui est pérenne. Et de toute façon, ça n'amène pas plus de personnes que ce qu'il y aurait, notamment à Paris. Donc ça remplace des gens qui ne viendront pas. Donc c'est pas du plus. Et après, je finirai là-dessus, parce que c'est peut-être un peu long, mais voilà. Après, il faut savoir qu'il y a 2 lois olympiques. Il y a une première loi olympique qui permet des dérogations. Donc la première loi olympique a permis beaucoup de dérogations. Des dérogations au règlement local de publicité, des dérogations aussi à tout ce qui est PLU, ce qui fait que, par exemple, la tour triangle étant nécessaire pour les Jeux Olympiques, le préfet a décidé que cette tour triangle serait construite. Donc il y a beaucoup de dérogations. Et il faut savoir que sur les fan zones, les personnes qui vont consommer sur les fan zones ne pourront consommer que des produits qui sont des produits des sponsors officiels du CIO. Ce qui veut dire que vous ne pourrez payer qu'avec une carte Visa. Il n'y aura pas d'autres cartes possibles. Vous ne pourrez boire que de la marque Coca-Cola. Donc voilà, c'est ça les fan zones. Des fan zones qui vont... où vous ne pouvez pas consommer ce que vous voulez, en fait, voilà. Et ensuite, et au niveau du règlement local de publicité,
citer. Ces sponsors seront tout le long du passage de la flamme olympique et sur tous les lieux où il y aura des fan zones ou des épreuves, et naturellement avec plein d'écrans, enfin tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on n'aime pas, parce qu'il y a des dérogations, et aussi sur tous les immeubles classés, etc. Donc voilà, c'est pour vous donner en gros au niveau de ce que c'est les JO, au niveau du monde qui va venir, et puis bon, on pourra parler après de la sécurité, et ça, alors là, c'est... Voilà, les caméras, voilà, on en reparlera après. Merci Annie. Donc, moi je retiens peut-être deux choses. La première, c'est que tu valides l'affirmation de départ qui est de dire que quand bien même il y a les Jeux Olympiques, ça ne se ressent pas forcément au niveau d'une amélioration, au niveau de la population en particulier. Et le deuxième élément, c'est évidemment le caractère profondément économique de la chose, financier, avec cette omniprésence des sponsors. Sauf que, finalement, c'est bien aussi qu'il y ait des financements privés pour les événements sportifs, que ce ne soit pas supporté uniquement par la puissance publique. Mais ce que tu indiques, c'est que, oui, mais le problème, c'est que ces sponsors deviennent quasiment monopolistiques sur ces événements. Ils deviennent finalement copropriétaires sans payer d'impôts. Donc je me tourne vers Ulf, je pense, parce qu'il y a ce sujet, et c'est finalement une vieille rengaine des grandes villes qui organisent les Jeux Olympiques, c'est la question de l'intérêt économique. On l'a vu avec Athènes, à Londres, à Rio plus tôt. Il y a tout ce sujet à chaque fois, cette opposition de mondes qui s'opposent, avec d'un côté un monde écolo qui dit de toute façon ça coûtera trop cher et ça va être un désastre écolo, et de l'autre, généralement les maires, les responsables politiques, ceux qui défendent les Jeux Olympiques et qui disent oui, ça coûtera de l'argent, mais ce seront des complexes sportifs qui permettront plus tard, donc c'est de l'investissement, c'est pas de la dépense sèche. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a forcément des retombées économiques. Est-ce que tu peux nous éclairer finalement sur ce point et compléter peut-être le propos ou répondre à Annie sur la réflexion? En fait, je pense qu'il y a deux questions qui s'en servent dedans. La première concerne justement quel est l'impact social, économique, environnemental, tout ce qu'on veut sur l'urbanistique, etc., sur une ville qui accueille des Jeux Olympiques ou des événements de ce même genre, parce que effectivement c'est la question de l'impact de l'événementiel sur l'espace urbain. Donc on a eu des questions sur une coupe de rugby, etc. On a eu par exemple, c'est un combat qu'on a partagé avec Bernard Landau, ici présent aussi, justement, on a essayé de nous imposer la rénovation de la gare du Nord, dans un certain sens, pour soutenir les besoins des transports et de confort des visiteurs autour des Jeux Olympiques, etc. Donc ça, c'est la première question. Et effectivement, derrière cette question, il y a toute la question de quelle est la configuration des intérêts et les rapports de force derrière ces projets qui vont accaparer la rente financière qui va avec. On sait déjà que les promoteurs immobiliers, sur le projet qui existe en Île-de-France, dans tous les égards, ils se font plein des poches. On a discuté dans l'atelier du PLU aussi. Aujourd'hui, la destruction de la tour de l'INSEE correspond à un contrat qui a déjà été passé à un marché public, effectivement, qu'on ne peut pas déloger. Ça, c'est la première chose, c'est la première question. La deuxième question, c'est quel est le message envoyé par des événementiels sur la destination de la ville. Quel est le besoin social, sociétal auquel elle répond, effectivement, quels sont les usages de la ville qu'on veut promouvoir, etc. Et là, on peut faire référence aux expériences historiques dans ce genre-là, sur les différentes villes qui vont accueillir. Combien de gens ici ont connu Barcelone avant 92? Moi, j'ai vécu 2 ans à Barcelone entre 90 et 92 ans. Et c'est difficile d'imaginer ça aujourd'hui, qu'avant les Jeux Olympiques, Barcelone n'était pas sur la carte touristique en Europe. Et c'était une ville à peine visitée, en fait. Et elle a été profondément transformée par cet événement-là. On était à 10 ans après la transition à la démocratie en Espagne, quand la ville a gagné le projet. Et c'est aussi lié à certaines priorités, velléités politiques d'une élite locale,
menée notamment par Jordi Pujol et sa compagnie, effectivement, qui ont beaucoup profité au niveau financier aussi de l'événement, en fait. Et là, c'est certainement des infrastructures, c'est toujours l'excuse ou la justification qu'on reçoit, c'est qu'on va créer plein d'infrastructures qui vont être chouettes à exploiter après. Maintenant, il y a même Berlin, la ville de Berlin est en train de se construire éventuellement un projet pour 2036, avec la justification qu'on a besoin d'infrastructures sportives dans la ville. Comme si entre 1936 et 2036, juste le fait de créer des infrastructures laverait un certain événement il y a 100 ans. C'est douteux en termes d'équilibre. Donc, effectivement, il y a toute cette question, justement, quels sont les intérêts économiques derrière, et ça a toujours été le cas, que la rente a été accaparée par des intérêts privés. Et sur certains projets, on a effectivement des traumatismes qui restent longtemps. En fait, Athènes et la crise financière en Grèce a été profondément marquée aussi par les Jeux Olympiques. Il y a un certain nombre de facteurs dont il faut faire très attention en cela. Et quand on dit ça, quand on amène toutes ces argumentations, on nous oppose toujours « vous n'aimez pas le sport ». Moi j'aime beaucoup le sport aussi, j'en ai fait beaucoup, surtout le sport de combat. Donc ils font pas ces disciplines olympiques aujourd'hui aussi. Mais voilà, on ne peut pas réduire la question, on le sait bien, les Jeux Olympiques, à une question de sportive où, en réalité, à Paris aujourd'hui, on essaie de faire porter sur ce projet, par ce projet, des pratiques qu'on devrait installer d'ores et déjà, c'est-à-dire le bâtiment à haute qualité environnementale, etc., à moins d'impact. On devrait avoir une vraie politique publique de soutien aux pratiques sportives, dont je pense qu'on entend parler, etc. Mais on ne peut pas faire porter ça par un événement. Ça n'a pas de sens, politiquement parlant. Donc il va falloir que nous aussi, la gauche écologiste, se mobilise un peu pour avoir des politiques dans ce sens-là, qui ont du sens, mais sans les accrocher à des événements ponctuels, qui peuvent résulter dans des traumatismes urbains en plus. Je pense que c'est très pertinent la manière dont tu l'abordes, parce que finalement, tu contestes pas en tant qu'économiste ou en tant que même analyste des politiques publiques, tu contestes pas la nécessité de créer des complexes sportifs ou de mettre à disposition. Au contraire, ce que tu dis, c'est que les Jeux Olympiques ne devraient pas être un prétexte. Sauf que dans un moment où on est exsangue économiquement, est-ce que finalement c'est pas le bon prétexte? Et là je me tourne peut-être vers Ayodele pour répondre, pour faire la boucle. Mais est-ce que c'est pas le bon prétexte puisque on n'arrive pas à débloquer de budget par ailleurs? Donc est-ce que c'est pas l'occasion, les Jeux Olympiques, pour créer un stade, pour créer des complexes sportifs? Moi j'ai vu des villes qui étaient candidates qui ont mis en place un certain nombre de politiques, qui ont créé des dispositifs d'accès au sport. Et je pense par exemple à Montpellier et la fameuse piscine olympique de Georges Frêche. Et finalement, elle n'a jamais été utilisée pour des Jeux Olympiques, mais ça a permis à plein de Montpelliérains d'avoir accès à la piscine, etc. Donc est-ce que c'est pas finalement le versant contraire? C'est-à-dire c'est un bon prétexte. Voilà, peut-être une... En tout cas, merci pour l'invitation. Effectivement, moi je suis plus experte du volet sportif. Mais je rejoins, on a discuté un peu en amont, je pense que effectivement il y a un vrai sujet sur la politique publique au niveau du sport, c'est-à-dire qu'en réalité on a un grand écart. On a soit le fait effectivement d'avoir le modèle des Jeux Olympiques qui se finance comme ça en fait en réalité, avec des partenaires privés, et qui du coup en étant partenaires premium vont demander aussi on va dire des privilèges en lien avec l'investissement qu'ils vont mettre, et puis après le financement public qui est quand même très faible pour le sport, où voilà, on se retrouve avec des difficultés pour aménager, pour créer des complexes sportifs, pour refaire des pistes. Je ne sais pas si vous êtes allé dans des stades ou des gymnases à proximité de chez vous, mais il y a quand même des stades aujourd'hui qui sont dans des états déplorables et sur lesquels on ne peut même pas s'entraîner. Donc ça, c'est la réalité en fait du sport aussi aujourd'hui. Effectivement, après, moi je pense que les JO, enfin le sujet du logement en région Île-de-France, le sujet des transports, il arrive avant même les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on voyait aussi cette gentrification qui se faisait à la suite du Covid, avec beaucoup de Parisiens qui partaient, qui ont fait monter des prix, que ce soit à Marseille, à Bordeaux ou ailleurs, et donc il y a un vrai sujet sur le logement, et les JO, par le
tourisme favorise ou favorise pas, mais c'est vrai que ça va faire venir des personnes, des touristes étrangers qui viennent effectivement pour l'événement sportif et qui reviendront peut-être en France pour d'autres occasions, mais qui viennent vraiment pour cet enjeu sportif. Après, moi, ce que je voulais parler aussi beaucoup de sport, parce que pour moi, en tout cas, en tant qu'athlète olympique, les JO, c'est une opportunité parce que tout simplement, aujourd'hui, on parle de sport, aujourd'hui, tout simplement. Moi, je suis aussi athlète à la commission des athlètes du comité olympique, et il y a un vrai sujet sur les moyens qu'on donne aux fédérations, mais tout simplement les moyens qu'on donne aux sportifs de haut niveau. Quand on parle des sportifs de haut niveau, on a souvent tendance, dans les médias, à parler des footballeurs. On nous dit, le haut niveau, c'est les footballeurs, vous êtes super riches, vous vous intéressez pas à l'environnement, ni... C'est pas vrai. En fait, vous avez eu à Londres une grande partie, je vais pas donner de faux chiffres, mais une grande partie des athlètes qui étaient au JO, au RSA. Ça, c'est la réalité. Donc, il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on donne des moyens aux sportifs, aux mouvements sportifs, pour qu'ils puissent fonctionner autrement que par le bénévolat. Là, on a le sujet du bénévolat sur les Jeux Olympiques. Il faut savoir que le mouvement sportif, il fonctionne essentiellement sur du bénévolat. C'est comme ça qu'il fonctionne tous les jours. Quand vous allez faire une compétition d'athlétisme, une compétition de tennis de table ou de je ne sais quoi, ce sont des gens qui sont bénévoles. C'est pas nouveau. Donc, quand ça sort aujourd'hui dans les médias et qu'on nous dit, attendez, ils en profitent, etc., c'est un vrai sujet, le bénévolat dans le monde sportif. On ne fonctionne que sur ça. C'est-à-dire on peut pas faire de compétition aujourd'hui en France sans les bénévoles. Donc voilà, pour moi, en tout cas, les JO, c'est une opportunité dans le sens où ça interroge, en tout cas sur la place du sport en France. L'héritage, c'est aussi ce qu'on va en faire. Moi, je suis d'accord sur le fait que c'est pas cet événement qui va créer une politique publique du sport. Mais par contre, aujourd'hui, on parle de sport et on doit s'interroger. Quand on parle du sport, on a tendance à opposer sport de haut niveau, sport pour tous. C'est pas vrai. Quand on commence le sport, on commence dans un club ou on commence dehors. Donc ça veut dire qu'on a une pratique associative. Donc ça veut dire que on n'est pas dans cette logique de la performance, on est dans une logique de faire du sport. On a quand même aujourd'hui des sujets de santé majeurs sur le fait de bouger avec des jeunes. Je ne sais pas si vous regardez les collégiens aujourd'hui faire du sport, mais on a quand même un sujet à long terme sur l'état physique de nos jeunes et de l'avenir. Parce que si on ne fait pas du tout de sport aussi, vu qu'on en fait de moins en moins au cours de la vie, ça veut dire aussi qu'on va avoir des pathologies de santé qui vont être de plus en plus fortes et qui vont arriver de plus en plus tôt. Donc voilà, je ne dis pas que les JO... parce que les JO, c'est une solution miracle ou quelque chose, mais en tout cas, ça a le mérite de porter le débat de qu'est-ce qu'on fait du sport aujourd'hui dans notre société, c'est quoi la place qu'on lui donne, c'est quoi les moyens qu'on lui donne, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment est-ce qu'on parle du sport aussi autrement. Moi, je suis sportive et effectivement, je suis très engagée, mais quand on parle des sportifs, on a tendance, en France encore, malheureusement, à considérer que quand vous êtes sportif, c'est que vous savez utiliser votre corps et que votre tête, il n'y a pas grand-chose. Il faut aussi travailler sur... Non, mais c'est vrai, il faut travailler aussi sur cette image qu'on peut avoir des sportifs. Non, un sportif de haut niveau, que ce soit un Mbappé ou autre, pour arriver à ce niveau d'excellence, ça demande aussi des choses, des compétences, de l'abnégation, de la motivation, des choses qu'on peut retrouver aussi dans son parcours professionnel et autres. Et il faut arrêter aussi de se dire, pour beaucoup, pas vous particulièrement, mais que le sport c'est un peu en marge. On a les mêmes difficultés. Aujourd'hui, on a des sujets dans le sport. On a le sujet des violences qui ressortent, les violences sexuelles dans le sport. On a le sujet aussi de la place des athlètes dans la gouvernance. On va avoir du coup, parce qu'on a poussé dans un projet de loi qui a été adopté en 2021, la création de commissions d'athlètes dans les fédérations pour que nous les sportifs on puisse avoir plus la parole, pour qu'on puisse aussi raconter comment ça se passe dans nos vies, c'est-à-dire pas ce qu'on voit à la télé mais ce qui se passe concrètement. Quand vous avez des athlètes qui se préparent pour les Jeux en faisant des cagnottes, c'est vraiment encore un sujet. Quand vous avez des athlètes qui peuvent pas parler parce qu'ils ont peur, parce que ça se passe pas très bien avec un entraîneur, il y a aussi ces choses-là. Donc oui, les JO ne sont pas une solution miracle. Oui, en fait, ça montre effectivement la place aujourd'hui du sport. Ça montre aussi le financement du sport tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et oui, le sport fonctionne énormément par des dons privés, par du privé, et malheureusement pas suffisamment par du public. Et par contre, si ça peut interroger, et en tout cas qu'on puisse se poser la question de fond de la politique publique du sport et qu'on puisse donner plus de moyens, que ce soit aussi des structures, aussi des infrastructures de qualité. On en parlait aussi sur les terrains de foot synthétiques, cancérigènes, etc. Bah oui, de se poser la question, mais sur quoi on s'entraîne? Moi, je m'entraîne à Paris, je m'entraîne à côté du périphérique. Est-ce que je pourrais rêver un jour d'avoir un stade dans Paris intramuros, pas loin de la Seine? Je ne sais pas, mais je peux poser la question.
Mais voilà, en tout cas, je pense que les JO, ça a créé un débat, peut-être trop tard dans le sens où si on avait anticipé les choses et si on avait des politiques publiques autres, peut-être que ce serait complètement différent. Mais en tout cas, ça a le mérite aujourd'hui de se dire qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut garder en héritage. Poser ces questions-là de voilà, comment est-ce qu'on voit le sport, comment est-ce qu'on voit aussi les structures sportives, comment est-ce qu'on voit l'accompagnement des clubs, des bénévoles, des enfants, des moins jeunes, des seniors, enfin vraiment de se poser cette question-là. Et moi après, personnellement, j'ai fait les Jeux Olympiques, donc j'étais plutôt dans le rôle de l'athlète plus que dans l'analyse économique voilà, du montage des JO. Mais moi je peux vous dire qu'aujourd'hui le sport c'est encore un des domaines où on peut en fait presque faire cette ascenseur social, si on peut s'en parler comme ça. C'est un milieu où il y a une mixité sociale. Je suis désolée, mais on perd ça dans notre société aussi. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour garder en tout cas les qualités de ce que peut apporter le sport, et comment est-ce qu'on travaille sur les points, que ce soit l'environnement, que ce soit les infrastructures, que ce soit aussi les violences, que ce soit l'accompagnement des sportifs après leur carrière, la maternité. Comment est-ce qu'on travaille sur tous ces sujets pour qu'à long terme on ne se retrouve pas toujours avec cette difficulté de on faut trier entre soit des financements privés, soit on a des financements publics mais on n'a pas suffisamment de moyens pour monter des événements. Donc c'est ça le sujet aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un écart moins fort et puis avoir des événements où tout le monde y trouve son compte, et aussi, j'insiste, les sportifs. Merci Hervé. C'est intéressant parce que je vois quand même une convergence. C'est que vous êtes d'accord tous les trois pour dire que ça coûte cher. Je vois une divergence. C'est que vous considérez que finalement c'est légitime, enfin tu considères que c'est légitime, en tout cas que c'est un effort nécessaire, et tu voudrais même aller plus loin dans cette réflexion et dire finalement les Jeux Olympiques doivent être l'occasion, le prétexte pour réfléchir à une vraie politique sur le sport. J'en profite parce que je viens de l'avoir entré et tu as abordé le sujet à Yodélé. Aujourd'hui, sur la question des fédérations sportives, les écologistes sont très mobilisés avec la création d'une commission d'enquête par la députée Sabrina Sebaï qui se trouve là-bas derrière, vous pouvez l'applaudir très fort. Commission d'enquête qui va commencer dans quelques jours, quelques semaines, et qui aura vocation justement à travailler sur tout ce sujet. Et j'ai beaucoup aimé, pardon mais je fais mon commentaire, j'ai l'impression d'être dans mon salon, tu sais. J'ai beaucoup aimé, tu sais, c'est la série, mais tu as le droit de commenter quand le mec tue l'autre. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, aujourd'hui il y a une distinction entre en gros les joueurs amateurs et les hauts niveaux. En fait non, la vraie distinction c'est entre ceux qui bénéficient du système économique du spectacle lié au sport et ceux qui n'en bénéficient pas, et finalement vous faites partie en tant qu'athlète olympique quand même de la deuxième catégorie, pas de la première. Mounir, là, il y a suffisamment d'éléments, la question économique, la question des inégalités, la question de la politique du sport, la question de comment on nettoie, comment on essaye de sortir les fédérations sportives de nos problématiques. Il y a la question de ce paradoxe absolu en Île-de-France sur cet intérêt économique, cette attractivité énorme du tourisme en général et de ces inégalités qui explosent. Qu'est-ce que toi, en tant que député européen qui se mobilise au quotidien sur ces questions, tu penses de tout ça? Et en 5 minutes, évidemment. Quand tu m'as appelé pour parler à cette table ronde, je t'ai tout de suite dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte, moi, sur les JO? Alors, tout le monde sait ici que je ne suis pas un grand sportif, donc ça ne sert à rien qu'on se raconte des histoires. Et en vrai, quand je présidais le groupe à la région, il suffisait que je m'asseye à côté d'Annie Lamère et que je la laisse parler des JO, et à la fin de remercier les participantes et les participants. Et là où t'es malin, c'est que tu me donnes la parole en dernier. Et en vrai, sur les JO, tout a été dit. Et la réponse a été donnée. Non, ce n'est pas une chance chez les Jeux Olympiques, à plein d'égards, les questions de la dépense publique, la question écologique, etc. Je vais essayer de profiter du coup des 4 minutes 30 qui me restent pour parler tourisme. Parce qu'en vérité, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet qui mérite que les écolos l'abordent de manière précise, de manière concrète. Parce qu'en vrai, les emplois liés au tourisme sont ces emplois que les écolos aiment, qui sont les emplois locaux non délocalisables. Et il y a un paradoxe encore exacerbé dans notre région, c'est qu'on est la région la plus touristique d'Europe. Alors on parle souvent de Paris comme la première destination française, mais l'Île-de-France n'est pas en reste, parce que nous, dans les Yvelines, on a Versailles, il y a Fontainebleau, il y a un grand parc que je ne citerai pas parce qu'il est productiviste en 77. Notre région est une grande région d'attractivité touristique. Le paradoxe, c'est que le tourisme, c'est 8%
d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Le tourisme représente plus de 1 million d'emplois directs en France. Donc c'est important. Et la réponse des écologistes doit être à la hauteur de l'importance que représente sur le plan économique le tourisme. Pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050, et là j'adore les citer, puisque comme on nous les présente comme crédibles et pas nous, j'adore citer les chiffres du Shift Project. Ils estiment que les distances parcourues en avion doivent décroître de 35% d'ici 2050. Or, nous sommes dans une dynamique du secteur aérien. Ça avait décru pendant le confinement et la crise de la Covid, mais là, c'est reparti de plus belle. 25% de nos concitoyens en Île-de-France, je le dis aux élus régionaux, parce que ça doit intégrer la réflexion pour le prochain projet écologiste, parce que je pense que la prochaine fois, on voudra arracher cette région à la droite et à Valérie Pécresse. 25% des franciliens, et pourtant on est une région attractive, passent leurs vacances à l'étranger et prennent l'avion pour aller loin. Et c'est marrant, moi je le dis souvent, je découvre Paris quand j'ai des amis ou des membres de la famille qui viennent de loin. Donc on a tendance à être attiré par ce qui est loin et négliger la richesse de ce qui est à côté. Donc il y a quelque chose au niveau de la pensée qu'il faut retravailler. Pour compenser le poids en termes de gaz à effet de serre et repenser autrement la question du tourisme, on doit travailler sur un plan global. Alors, je ne vais pas le faire en 2 minutes 25 qui me restent, je vais évoquer quelques points. Les vols long courriers doivent fortement décroître. Et la franchise fiscale qu'a le kérosène est un scandale, et nous devons porter ce combat en France, en Europe et ailleurs. C'est pas normal que l'ouvrier payé une misère pour aller travailler paye l'essence surtaxée, et que celles et ceux qui prennent l'avion aient une franchise et une niche fiscale au niveau des corrégences. Donc ça, c'est le premier combat des écologistes. Et ça, c'est un combat aussi d'égalité fiscale qu'on doit porter. Mais on doit porter le combat culturel. Ça doit devenir honteux de prendre l'avion pour aller passer un week-end à New York. Vu l'urgence du réchauffement climatique et du poids qu'a l'aérien dans les émissions, ça ne doit pas être possible. Ça doit devenir honteux. Donc, il faut vraiment qu'on mène ce combat. Et il faut que les entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, puissent, maintenant qu'on a tous intégré les moyens dématérialisés de réunion, les Zooms et consorts, les déplacements professionnels pour passer 3 heures de réunion et faire la retour. Ça ne doit pas être possible. Et il faut qu'on le porte sur le plan culturel, mais aussi sur le plan fiscal, et que dans le cadre de l'évaluation des entreprises, que leur image est importante, on doit intégrer ce point. Effectivement, il faut qu'on fasse la promotion du tourisme de proximité, du tourisme neutre en carbone, de la redécouverte des espaces naturels, des espaces verts. Mais je vais le dire de manière aussi claire que je le pense. Je pense que le zéro dégât sur le plan climatique et environnemental du tourisme, vu le poids que ça occupe notre région, n'est pas pour demain, mais il nous appartient de construire le plan filière, secteur par secteur, de transition, parce que la transition dont on rêve, nous les écolos, c'est une transition qui n'est pas brutale, qui n'est pas injuste, mais une transition juste qui se met en place avec l'aide des pouvoirs publics et avec l'aide de l'argent public. C'est aussi ça, faire de la politique, quand on est écologiste. Je vous remercie. Bravo. Ça me rassure ce temps d'échange, parce que d'habitude on dit qu'à gauche les écologistes ont des positions radicales, indiscutables, etc. Et là on commence à avoir un plan de solutions concrètes, et Mounir dit finalement, mais en fait c'est le point commun des quatre, même si Ayodele n'était pas adhérente, alors que j'ai élu, et d'ailleurs il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait échanger sur ce point, mais d'ailleurs sache que tu es la bienvenue, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a un sujet structurel sur lequel on est tous d'accord, c'est que premièrement, il n'y a pas de contestation en bloc, comme on peut l'entendre aujourd'hui dans les médias, sur la question du sport, sur la question des rêves. Mounir ne dit pas il faut arrêter d'aller à New York, Mounir dit il ne faut pas prendre l'avion un week-end à New York. Donc peut-être si on fait 3 jours, ça va. Mais la vérité, c'est pas ça, c'est que justement, le fond, c'est que je pense que
si on a des échanges avec ce niveau et cette réflexion et cet approfondissement, on est moins dans la caricature et on est beaucoup plus dans la solution. Et donc Mounir lance une piste et il dit, finalement, il y a cette question de filière par filière, tourisme, sport, attractivité économique. Peut-être une réaction d'Annie qui trépignait quand je valorisais tout à l'heure l'intérêt des Jeux Olympiques, et après des questions-réponses, ça vous irait? Très bien. Moi, je voulais réagir parce que, en fait, faut quand même faut savoir qu'aucun JO, à part ceux de Los Angeles, n'ont pas perdu d'argent. Quand on parle d'infrastructures, il y a plein d'éléphants blancs. Les éléphants blancs sont des stades, des équipements qui sont créés et qui, après, ne sont plus utilisés parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins locaux. Et quels sont nos besoins locaux en Île-de-France? Les besoins locaux, ce sont des piscines de proximité, parce que les enfants, 50% des mômes du 93 et du 95 ne savent pas nager. Donc on a besoin de piscines de proximité. Qu'est-ce qu'on fait? Pour les Jeux Olympiques, à Taverny, on construit une piscine qui en est, je crois maintenant, on en est à 60 millions d'euros le coût de cette piscine. Sur des terres agricoles, naturellement, hein, ce serait. Mais pour ce faire, on ferme 2 piscines de proximité. 2 piscines. Chacune des piscines, c'était 4 millions d'euros pour les rénover. Et donc, des piscines de proximité où les scolaires pouvaient aller à pied à la piscine, où les gamins pouvaient aller à pied à la piscine, et des piscines publiques, des piscines qui sont municipales, donc avec des coûts d'entrée pas élevés. Eh bien non, on préfère les fermer, faire un complexe qui est cher parce que figurez-vous que le fond monte, descend, enfin voilà, c'est vraiment le gros complexe. Alors c'est une des VP de Madame Pécresse, hein, c'est sur son territoire. Et qu'est-ce que nous disent les profs de sport? Eh ben, les enfants, au lieu de passer 1 heure dans la piscine, ils vont passer 3/4 d'heure, voire moins. Et ça a un coût, parce qu'il va falloir les emmener en autocar. Et donc, ces coûts-là, eh ben, les municipalités, de moins en moins, peuvent les assurer. Donc, ça veut dire des mômes qui n'iront plus à la piscine. Alors, quand on parle de sport, ben, c'est aussi ça. Et au niveau de la région Île-de-France, depuis que les JO sont programmés, on a de moins en moins d'argent pour le sport, pour toutes et tous, parce que ça part sur les Jeux Olympiques. Et ensuite, tu parlais tout à l'heure, et on en a déjà parlé toutes les deux, on donne des primes aux sportifs de haut niveau. Mais alors la même prime à celui qui est professionnel et qui gagne un fric de fou, comme les frères Karabatic, ouais. Et la même prime à lui et aux para-olympiques qui, 70% des sportifs para-olympiques sont au RSA. Et non, je crois même sous le seuil de pauvreté. Donc, ce qui veut dire que moi, à chaque fois, j'interviens en disant, mais attendez, faut qu'il y ait des critères, faut qu'il y ait une critérisation, faut qu'on aide celui qui a vraiment pas les moyens et que celui qui est professionnel, en tout cas celui qui vit de son sport plus qu'aisément, il n'en a pas besoin. Donc c'est aussi ça. Et quand tu disais, tu connais des communes où, grâce aux Jeux Olympiques, il va y avoir des équipements. Alors oui, il y a Aubervilliers où, grâce à une super lutte, on n'a pas détruit tous les jardins d'Aubervilliers, mais on en a détruit quand même une partie. On a coupé une roselière à Torcy pour juste pendant 3 jours avoir une caméra qui se balade pour filmer, plutôt que la couper et la raser. Ben non, on a enlevé une roselière. Une roselière, c'est là où les oiseaux viennent nicher, etc. Donc on a foutu en l'air cette roselière. On a enfermé une école primaire autour de rocades et autour de... Voilà, c'est aussi tout ça. Et je pense qu'il faut faire attention. Alors que nous, en tant qu'écolos, je pense que le sujet, c'est de repenser les grands événements, qu'ils soient sportifs ou pas sportifs. Ce sont les grands événements. C'est comment on les repense, et notamment les Jeux Olympiques. Le problème, la différence entre la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, elle est gérée par la Fédération française de rugby. Donc on peut négocier avec eux. On l'a fait. Moi, j'ai travaillé avec la personne qui est au cabinet à la métropole de Lyon. On a réussi à faire qu'il y ait des formations des gamins
qui seront formés à des boulots de coach sportif ou d'accompagnant sportif, etc. En Ile-de-France, à quoi on va former les gamins à des métiers de la sécurité, avec des formations qui sont au rabais? Voilà ce qu'on est en train de proposer aux gamins du 93. Donc c'est aussi tout ça. Et tu as raison, Annie, à dire qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas rentables par la suite, effectivement, sauf que le promoteur immobilier, normalement, a empoché la subvention publique. Mais je voudrais quand même aussi signaler qu'on va éviter une autre infrastructure. Via les JO, ce qui passait dans la loi JO 24 aussi, c'est un parc de caméras de surveillance équipé avec de la reconnaissance faciale. Ça, l'algorithmique aussi, oui, tout à fait. L'algorithmique aussi. Donc, de toute manière, on s'est permis de faire un écran en plus en termes d'infrastructure de surveillance. Et c'est ça aussi qu'on va éviter, et vous pouvez être assez sûr que ça va se pérenniser. C'est pas que pour les Jeux Olympiques qui va se. Et normalement aussi, vu la géographie des installations olympiques, ça s'installe dans le nord-est de Paris, surtout. Donc voilà, si vous voulez parler de contrôle de population, il y a quelque chose d'assez dingue qui est en train de se passer sur ce niveau-là, en fait. Et ça appartient à une certaine restructuration de l'espace urbain en tant que milieu social aussi. Parce que ce qu'il faut faire, attention, aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de la Smart City, de la cité, la ville d'un quart d'heure, etc. C'est très chouette quand on parle aux gens qui ont des bons boulots, etc., qui ont la facilité de trouver des services publics et autres, et d'autres facilités dans l'espace urbain très rapidement, mais on n'a pas toujours interrogé les gens qui vont produire ce service-là. Alors la Smart City, est-ce que c'est pour tous et toutes, ou est-ce que c'est une ville d'une certaine élite où les autres vont se prolétariser à mort? C'est ça la question des global cities, etc., cette fracture sociale. Et l'événementiel type style élitiste, comme les Jeux Olympiques, a eu tendance dans le passé aussi de renforcer ces logiques-là. Donc là, c'est assez libératoire dans le temps aussi que le principe postique, effectivement, c'est populaire et démocratique aussi. Il faut instrumentaliser, il faut qu'on instrumentalise les Jeux Olympiques pour en faire une critique politique de premier ordre. Alors, j'ai beaucoup vu de personnes regarder en l'air, ne vous inquiétez pas, le plafond ne s'effondrera pas, et ça va nous faire un plaisir fou, parce que ça va permettre de baisser un peu la température. Question-réponse, je vais prendre 4 questions, 2 femmes, 2 hommes, paritaires, et ensuite chacun des intervenants pourra faire une petite conclusion. Alors, j'ai Yves. J'ai une question, quelle différence il y a fondamentalement entre 2 gamins dans un stade qui sont dans des équipes club amateurs et les gens qui sont en JO, d'un point de vue du rapport à la compétition? Quelle différence? Il n'y en a pas. Les 2 veulent gagner, les 2 veulent être meilleurs que les autres, et les 2 veulent s'épanouir et progresser. Et puis, quand il y a beaucoup d'autres, les gens qui font du sport longtemps, l'idée c'était on gagne au niveau local, puis après on passe au niveau départemental, puis régional, puis national, etc. Et on se dit qu'un jour ou l'autre on va aller plus loin, parce qu'on a envie d'être confronté aux autres et de se réaliser à travers le sport et la compétition. Et ça, c'est à peu près valable partout. Et ce qui pose la question de quel sens ça a les Jeux Olympiques aujourd'hui en termes de compétition et d'organisation. Je crois que ce n'est pas les JO en tant que tels, parce que ce n'est pas différent fondamentalement du monde de foot, de rugby ou d'autres choses, de tous les autres championnats du monde. Sauf que là, c'est le rassemblement de tous les sports. C'est la seule vraie différence. C'est la seule vraie différence. Et derrière, il y a la question économique, effectivement, parce que ça suppose des infrastructures considérables qui ne sont pas les mêmes quand c'est les championnats du monde, tennis de table ou de rugby ou de foot. Donc là, il y a une vraie question. Et peut-être qu'il faut se poser la question de comment on finance dans ces cas-là, qui doit financer, quels sont les travaux. Moi, je me demande s'il ne faut pas qu'on se pose des questions du style, si on poursuit le JO, c'est l'ONU, c'est une instance internationale, et ce n'est pas le financement privé à coup de sponsors ou autre. Il faut se poser ce type de questions. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je pense que quand c'est confié au privé, c'est une catastrophe sur le moyen et long terme. Je suis Farid Ousni, je suis co-secrétaire ERD de la ville de Bagneux. Donc rapidement, moi j'ai 2 petites questions. La première, c'est quel rôle des collectivités territoriales pour tout simplement l'accompagnement de ces jeux. Aujourd'hui,
On parle d'organisation de ces jeux, néanmoins, par exemple, comment les villes peuvent tout simplement tirer un bénéfice de cette organisation. Je donne un exemple de la ville où je suis. Nous, aujourd'hui, on accompagne un athlète de haut niveau, tout simplement, je vais vous dire, trash. C'est-à-dire qu'il a un salaire, il est rattaché à un service, mais son travail, c'est de s'entraîner pour représenter la discipline dans les Jeux olympiques. Aujourd'hui, on vient de voter, je dis là, c'était la semaine dernière, on vient de voter parce que, tout simplement, une délibération pour augmenter les taux concernant les locations rapides. Airbnb, les hôtels, etc. Pourquoi? Parce qu'on a commencé déjà à constater des demandes de modification de typologie de logement parce que les gens se préparent déjà pour accueillir des touristes. Et donc ça, comment tout simplement les collectivités, il y a ce besoin, peuvent tirer bénéfice de cet événement, on va dire, planétaire. La deuxième question, nous, ELV, dans les différentes villes, qu'est-ce qu'on fait tout simplement pour accompagner les chantiers? On avait une position extraordinaire lors de la Coupe du Monde à Qatar. On a dénoncé ça, on a dit qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Dans les chantiers, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, dans nos chantiers en Ile-de-France, il y a énormément de problèmes. À tel point, il y a des préfets qui ont donné l'effort pour fermer l'œil. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner, on va dire, ces faits et pour les dénoncer? Merci. Sur Disney, alors la CGT de Disney s'excuse, elle devait aussi venir, mais ils sont en pleine mobilisation actuellement. C'est historique chez eux, c'est la première fois depuis l'ouverture de Disneyland Paris qu'il y a une telle mobilisation. Et d'ailleurs, je proposerais bien qu'on aille leur faire une visite dans les prochains jours. Parce qu'il y a une autre personne, comme ça au moins on a fait le tour au niveau des questions. Personne ne sort d'ici s'il est frustré, s'il n'a pas eu son moment, s'il n'a pas pu raconter sa vie en lien avec le tourisme, les Jeux Olympiques. Tiens, Khaliba, c'est ton moment. Une fois que les installations existent, comment les écolos peuvent intervenir pour améliorer le sort surtout des salariés souvent dans ces infrastructures, et puis comment on appelle de l'écologie par rapport à des parcs pareils. Dina de Ferry, c'est ça, conseillère municipale et territoriale à Saint-Ouen. Moi, je ne peux que regretter malheureusement qu'il n'y ait pas eu de position trouvée quant aux Jeux Olympiques, pas vertueux, travail dissimulé, esclavagisme, etc., etc. Le bilan est très négatif. Il va y avoir certes une transition, on va avoir des locaux qui seront transformables en logements, donc on a quand même une réversibilité qui va s'opérer. Pour autant, ça densifie considérablement nos espaces déjà très denses. Et moi, en tant qu'élu local, je suis un petit peu au milieu de tout ça. Pas forcément pour les JO, mais on va devoir les suivre. On va devoir suivre, nous, les écoles organisées, la facture qui va être très lourde pour nos populations des gens en difficulté qui ne pourront pas les budgets. Et donc, le parti eût été inspiré de trouver une position pour rendre moins inconfortable les positions des élus locaux. Voilà, quid de la position des élus locaux sur les Jeux Olympiques. Merci Dina. Mounir, Ulf, Ami et Ayodele en conclusion. Je t'en prie Mounir, vous avez 2-3 minutes. Oui, alors, je ne sais pas si je vais répondre à tout, mais sur la question des collectivités territoriales, et est-ce que ça induit, est-ce que c'est une chance ou pas, ça dépend lesquelles. Et ça dépend où tu poses le curseur en fonction de ton engagement politique. Elle vient de le dire, Dina. Le village olympique, le village des athlètes, à Saint-Ouen, va être transformé en logement à l'issue des Jeux. C'est une bonne idée que la transformation, pour pas que ça soit un village fantôme comme dans les westerns. Mais l'essentiel des logements vont être résidentiels ou ça va être des bureaux. Le taux de logement social de la ville de Saint-Ouen va baisser à 25%. Certains vont trouver que c'est bien. Ça apporte de la mixité sociale. Ça retravaille le peuplement. Je connais moi des maires de droite qui ont mis 25 ans avant de rêver de ça. Mais est-ce que pour nous écologistes, voir le taux de logement social baisser dans une région où le poids du loyer est énorme, est-ce que c'est une bonne chose politique? Ma réponse d'écologiste est non. Donc, la première moitié qui n'est pas de laisser ce village d'athlètes dépérir et de transformer en logement, évidemment, on est contre le gâchis, non les écolos. C'est bien de lui donner une suite, mais le taux de logement social ou du logement étudiant ou autre aurait dû être beaucoup plus important
parce qu'il y a un vrai manque du logement en Ile-de-France. Ça me rappelle Valérie Pécresse, ça j'allais pas faire sans parler de Valérie Pécresse, où elle a dit, il y a des ghettos de pauvres en Ile-de-France, c'est parce que la région qui mettait 1 milliard sous la gauche et les écologistes pour financer le logement social, donc on va empêcher les villes qui veulent faire du logement social d'en faire. Et moi je lui dis, mais non, attaquez-vous au ghetto des riches, obligez vos amis de droite à faire du logement social. C'est la manière la plus efficace en Ile-de-France de faire de la mixité. Et donc, ça dépend où tu te situes, où tu situes le curseur. Donc ça dépend des villes. Mais j'espère qu'au moins, on ne laissera pas les villes gérer les infrastructures. Elles n'en auront pas les moyens. Quand on crée des équipements à la dimension des Jeux Olympiques, une ville de 30, 50 ou même 100 000 habitants n'aura jamais les moyens de le gérer. Donc il faut que ce soit l'Interco, la métropole, qui y veulent, mais ça ne peut pas être quand vous êtes maire d'une ville moyenne en Ile-de-France, que vous avez décidé de rien. Et si à la fin vous vous retrouvez avec des infrastructures gigantesques dont vous n'avez pas les moyens de les gérer, ou alors il faudra augmenter la pression fiscale sur vos concitoyens, c'est pas juste. Le projet écolo est un projet de solidarité. Donc il faut qu'il y ait un niveau supra qui puisse superviser cela. Et puis, en coût pour les collectivités, il y en a un qui existe déjà. C'est l'argent public déjà mis dans l'opération. Que quand vous allez sur le site des Jeux Olympiques, il vous dit ça va coûter 8 milliards, et c'est 96, je crois, le pourcentage. 96% de financement privé. Au clair, circulez, vous ceux qui attirez l'attention depuis le début sur le coût en argent public, c'est quasiment que du privé. C'est pas vrai. Alors je vais citer quelqu'un d'autre de surprenant, c'est Pierre Moscovici. Le président de la Cour des comptes a dit, les Jeux Olympiques vont coûter 3 milliards. Alors j'ai essayé de le faire avec le téléphone, ça va pas jusqu'à 8 milliards. Mais je crois pas qu'au 4% de 8 milliards, ce soit 3 milliards. Parce que si on les écoutait, ça coûte quelques millions d'euros. Donc ça coûte déjà de l'argent. Ça coûte déjà de l'argent. Et les emplois ou les aides ou la préparation n'est pas compté là-dedans, dans cet argent public. Donc ça coûte déjà beaucoup d'argent public dans une période de crise économique, d'extraordinaire crise sociale, de rarification de l'argent public, d'abandon de l'État des collectivités territoriales, ne serait-ce que sur le prix de l'énergie, où il y a eu un abandon scandaleux de la part d'Emmanuel Macron, du gouvernement territorial. Donc le compte n'y est pas. Je veux me mettre en ma petite casquette de garçon originaire d'une petite ville du sud de la Suède. En fait, parce que justement, pour répondre un petit peu, vous parlez au sujet que vient d'évoquer Yves, autour des pratiques sportives, etc. Si ce n'était, si vous savez que historiquement la social-démocratie suédoise s'est construite sur quoi? Les gens disent les syndicats, etc. Mais non, en fait, c'est les clubs de foot. C'est les fédérations sportives, d'athlétisme, etc. C'est cette assise-là, associative, en Suède, a été le pilier premier de la social-démocratie. Sans ça, on n'aurait jamais fait évoluer le modèle de société qu'on a fragilisé par la suite, mais elle n'aurait jamais existé. Et la réussite électorale de la social-démocratie pendant plus de 50 ans, de dominer le paysage politique, n'aurait pas été possible. Donc du coup, effectivement, cette assise-là est extrêmement politiquement importante. On sait aujourd'hui que l'écologie et la gauche, c'est pas les grands partis qui la portent, c'est le milieu associatif en France. Et effectivement, on a face à nous un gouvernement qui veut le casser. Hein. Et le trait de vérité, de démonter le monde associatif en France, elle est très forte. En fait. Donc du coup, il y a une formidable opportunité pour nous, en tant qu'écologistes et de gauche, de rentrer dans ce monde-là et travailler le sujet de façon critique, etc. Et au passage, on pourrait se faire une vraie proposition en termes de politique publique pour le sport et pour la santé. C'est ça qui est intéressant. Après, sur le Airbnb, etc., je suis élu dans le 10e arrondissement. Et même sur ce territoire-là, on subit les effets de Airbnb installé en amont. Et dans les quartiers sensibles au 10e, hein, là où il y a des luttes contre la spéculation immobilière notamment. Là, déjà, la préparation est en cours de se matérialiser. Après, on sait que dans le 10e aussi, on sait que les gens qui visitent Paris ne vont pas prendre le Vélib pour aller à Saint-Denis. Ils sont partis par la gare du Nord.
dans un arrondissement où il y a déjà une certaine quantité de gens qui passent tous les jours. Donc pendant quelques semaines, on va subir à Paris un certain nombre de choses sur ça aussi. Et sur le service public, parce que maintenant il y a une idée qu'on va décaler la rentrée scolaire à Paris à cause des jeux paralympiques. Et la question est discutée de manière très très critique dans les conseils d'école auxquels j'assiste aujourd'hui en fait. Donc on a plein de petits sujets comme ça, et les impacts des écoles critiques de ces événements-là, qui ne sont pas mis en avant, qui ne sont pas dans la presse, etc. Et donc du coup, il va falloir qu'on le dépêche et qu'on leur donne de la visibilité. Déjà, je vais rebondir sur les chantiers. Alors oui, on est intervenu, nous, au niveau conseil régional, ça a été une question qu'on a faite à Pécresse. Donc il y a eu je crois que ça a mobilisé, mais après oui, tu as raison. Mais il n'y a pas que ça, c'est tous les grands chantiers en ce moment où il y a des blessés, chantiers de Grand Paris. Donc c'est plus général que ça, parce que c'est sous-traitant, et à la fin, le dernier, il se fait planter sur le chantier. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les écolos avaient une position sur les Jeux Olympiques. Il y a une motion qui avait été votée au Conseil fédéral. Il y a on avait une motion, mais qui a été tellement contestée derrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, on fallait plus trop critiquer les Jeux Olympiques en interne du parti. C'est comme ça, c'est dommage, parce que même en interne du parti, à partir du moment où on les critiquait, on devenait anti-sport. Voilà. Et alors que je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à une politique du sport, qu'est-ce qu'on veut, notamment sur nos territoires, nous au niveau régional, Patrick Caram, qui est le vice-président au sport, en fait, il distribue des subventions, il n'y a pas de politique sportive. Moi j'ai réussi à avoir un moratoire sur l'installation des gazons synthétiques, ces gazons synthétiques qui vont être... gazons synthétiques qui sont en pneus recyclés, qui vont être interdits dans 6 ans. Et donc là, il y a une accélération du lobby du pneu recyclé pour installer des gazons synthétiques. Mais ça, c'est aussi de la santé environnementale. En fait, ce qu'on a, nous, de particulier, les écolos, c'est que le sport, on le regarde de façon transversale, que ce soit la santé, que ce soit les infrastructures, que ce soit... Et ça, c'est intéressant. Et là, je voulais finir aussi, c'est qu'il y a un travail qui est fait par les profs de sport du 93, les profs par l'UNSA. Ils ont fait un travail formidable, notamment sur l'écologie, sur les structures sportives, comment construire écolo ou comment réhabiliter écolo. Ils sont vraiment au top là-dessus. Ils sont très critiques sur les Jeux Olympiques parce que, en fait, la plupart des équipements qui vont être ouverts seront, de toute façon, ce sont soit des partenariats publics-privés, soit ce seront des DSP, soit ils seront complètement privés puisqu'il va y avoir un lieu d'entraînement, Tony Parker, qui sera complètement privé. Donc voilà, et après, nos sportives et nos sportifs, eux ont besoin de moyens. Donc réfléchissons-y et voyons ensemble comment on peut avancer sur ce sujet. Je pense qu'on peut le faire, mais il faut qu'on arrive à pouvoir travailler et être critique. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne pouvait plus être critique dans ce parti sur les Jeux Olympiques. On peut applaudir Annie aussi pour cette petite conclusion. Moi, je vais du coup rebondir un peu sur en fait, l'approche du sport. Par exemple, sur la première question, ça a été de dire quand vous êtes jeune, c'est quoi la différence entre quand vous faites une compétition et que vous êtes tout jeune et quand vous faites les Jeux Olympiques? Ça, c'est un point dur en fait. C'est-à-dire que la différence, c'est le travail. C'est-à-dire que clairement, on ne peut pas mettre sur la même échelle quand on a 2 jeunes enfants et quand on fait du sport de haut niveau. Et je pense que ça, c'est aussi un sujet de valoriser aussi ce que ça signifie de faire du sport de haut niveau, en tout cas, que ce soit par, vous l'avez dit, que ce soit par de l'aide, de l'accompagnement, de la reconversion, par ces sujets-là. Je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce qu'on a parlé de politique sportive. Aussi, il y a une question, tout simplement, aujourd'hui, il y a des fédérations, il y a des institutions. Quand je vois, par exemple, le club des parlementaires au CNOSF, c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de diversité, on va dire, politique. Et c'est un vrai sujet aussi, de comment est-ce qu'on peut aussi avoir des interlocuteurs qui s'intéressent à la question du sport. Parce que c'est vrai que c'est des modèles différents, mais pour pousser ces modèles différents, il faut être aussi autour de la table et être dans les discussions et être identifié, et que les sportifs aussi puissent identifier des personnes à qui on va pouvoir parler de ces sujets.
Parce que clairement, quand on parle de... Aujourd'hui, justement, je suis très contente qu'il y ait une commission d'enquête, c'est important. Mais c'est justement par ces sujets-là qu'il va y avoir un rapprochement avec le monde sportif. Aujourd'hui, le monde sportif, il n'est pas sur un débat de est-ce qu'on est pour les JO ou pas pour les JO. Vous avez des personnes qui sont très orientées sur l'environnement, sur l'écologie, au sein du mouvement sportif, qui ne sont pas forcément très écoutées. Vous avez aussi des personnes qui sont très engagées sur le volet social ou qui demandent un vrai statut pour les bénévoles. C'est aussi, ça existe. Donc il faut aussi, je pense, voilà, peut-être un rapprochement ou des discussions comme aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation, parce qu'il y a des réflexions qu'on a aussi au sein du mouvement sportif, que ce soit sur pouvoir s'entraîner dans des conditions, on va dire, correctes. Je pensais au gazon, voilà, bon, bref. Pouvoir s'entraîner dans des conditions pas aux côtés d'un périph', pouvoir avoir des moyens pour que justement on ait plus de femmes. Enfin, c'est un vrai sujet dans les infrastructures, dans les fédérations sportives. Aujourd'hui, on a moins de femmes parce que les femmes ont plus de temps partiel et donc moins de temps à se libérer pour aller entraîner le soir. Il y a un vrai sujet sur la maternité. Et tout à l'heure, quand on a posé les questions, est-ce que des femmes ont des questions sur le sport? Eh bien, écoutez, le sport, c'est pas que faire de la compétition. Le sport, c'est bouger. C'est retrouver son corps après une maternité, c'est quand vous vous levez, que vous avez mal au dos, c'est aller voir votre kiné, c'est ça aussi le sport, et c'est se rapproprier son corps. Donc c'est différentes dimensions que je pense aujourd'hui sont pas suffisamment traitées parce que c'est un peu en marge. Les JO, ça permet d'en parler, qu'on soit d'accord, pas d'accord, mais en tout cas ça donne l'opportunité de construire l'héritage. On pourra pas se reprocher en tout cas on pourra pas dire voilà, ils ont fait les JO et qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a décidé derrière? Est-ce qu'on a attendu? On s'est dit c'était pas bien, ça a créé d'autres problèmes, et qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on construit un héritage, que ce soit à l'échelle locale, que ce soit à l'échelle régionale? Qu'est-ce qu'on donne comme politique publique sur le sport pour qu'il y ait un vrai héritage? L'héritage, vous posiez la question, monsieur, mais moi je sais que j'ai des enfants qui sont tout petits, et c'est des directrices qui ont fait un challenge courir à la maternelle. Ils ont fait courir les enfants pendant 9 minutes et ils s'amusaient les enfants à ramasser des bouchons. C'est ça aussi l'héritage, c'est de créer ces initiatives qu'il faut valoriser. C'est pas que les Jeux Olympiques, c'est aussi se poser la question de quelle politique on donne, de qu'est-ce qu'on veut donner aussi pour les habitants, et comment on utilise le sport aussi comme outil d'inclusion, de mixité, de tout ce qu'on veut. On découvre énormément de choses. On voit dans d'autres pays que la France, que ce soit les États-Unis, je prends pas du tout comme modèle l'Angleterre ou autre, où la carrière sportive elle est valorisée. Elle est valorisée par ce qu'elle apporte, par le fait d'apprendre la vie en collectivité, par le fait de se découvrir soi-même, par le fait de pouvoir exister en dehors du système éducatif où parfois on peut ne pas être à l'aise. C'est ça aussi quand on parle de sport, c'est tous ces sujets-là, en plus de la santé mentale, sur lesquels chacun, on peut aussi, par des petites actions, faire bouger les choses. Et puis après, clairement, je pense qu'il y a des vrais sujets et des vrais ponts à créer avec le mouvement sportif, avec les athlètes, avec les fédérations, avec les dirigeants, avec les clubs, pour justement avancer. Enfin, moi, je suis athlète olympique avant d'être engagé politique. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'après ces Jeux, il reste quelque chose. On veut que derrière, on ne se pose pas la question de on n'a plus de moyens, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, ce qu'on veut, c'est que la place du sport, elle évolue, qu'on ait justement des politiques qui vont dans ce sens, qu'on fasse bouger des petits, qu'on fasse bouger des seniors, qu'on donne des moyens aussi à des athlètes, à des personnes en situation de handicap, de pouvoir trouver un club à proximité. C'est ça vraiment les sujets. C'est-à-dire que les JO, ça va se passer. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait en termes comment est-ce qu'on utilise le sport comme un vrai outil pour la société? Et il y a eu un débat à IEDD sur votre participation du fait d'opposition politique, historique, et je pense que ce témoignage ravira même ceux qui parfois peut-être auraient pu critiquer justement qu'on ait ce temps d'échange. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement que dans cette table ronde, vous êtes venus les uns avec les autres en complémentarité. J'ai appris un certain nombre de choses. Il y a aussi des pistes de réponse sur la question de la réflexion sur la filière. Il y a aussi, on est sorti de la radicalité du stéréotype sur la question du sport. Et pour tout ça, je tenais à vous remercier. Je sais qu'Annie voulait faire un mot parce que en gros, je le dis parce que je suis pressé par la moitié du bureau exécutif régional qui patiente. Mais en gros, juste pour dire qu'il y a un webinaire sur la question du sport ce lundi, et je pense que tu pourras en parler très bien, d'accord, tu en parleras après. En tout cas, vous remercier infiniment. Je sais que la moitié de la salle n'est pas forcément intéressée par les Jeux Olympiques et qu'elle venait juste s'abriter du fait de la pluie. Mais j'espère que vous avez trouvé goût
à cette question centrale, que vous avez apprécié la qualité de nos intervenants, et je vous remercie toutes et tous d'être venus et vous êtes mobilisés sur ce sujet. Moi, c'est juste un instant pub, puisque au niveau du Conseil régional, on a organisé des webinaires sur les JO et on en fait un lundi soir qui aura pour thématique l'emploi et la formation avec Soraya Mektoub qui est conseillère régionale et Frédéric Vial. Et donc si vous cherchez sur Pôle Écolo, il y aura l'adresse Zoom et vous serez les bienvenus. Ça sera le dernier. On en a fait un sur le tourisme justement, un sur la sécurité avec la Quadrature du Net, un sur l'héritage, et là, celui sur le tourisme, et à la rentrée, nous en ferons un sur les transports. Voilà, merci.